Non, bah juste l'idée là pour nous, c'est à partir de ces deux choses quand même qui nous paraissent très intéressantes. C'est d'une part la célébration du travail alors on les appelle comme on veut, lieux intermédiaires, friches, nouveaux territoires de l'art, par et des documents officiels et des programmes politiques. En même temps, une situation d'urgence qui est pas juste un discours catastrophiste, mais qui est une réalité et qui touche là l'Avant-Rue très directement, mais qui menace quand même un grand nombre de lieux en Île-de-France et ailleurs. C'est à partir de ces deux exemples-là, voilà, la question qu'on avait envie de se poser aujourd'hui, finalement, elle est plus globalement, elle est celle de la place que vont pouvoir prendre ou pas les nouveaux territoires de l'art. Je pense que l'appellation est plutôt bonne. Les nouveaux territoires de l'art dans les politiques culturelles à venir, parce qu'on imagine et qu'on espère qu'il y aura une repensée minimum de ces politiques culturelles. Ce qu'on pourrait, alors là, à l'adresse des élus, des anciens élus, et de tout le monde ici, qu'on pourrait résumer sous forme de 3 questions, c'est d'une part, dans quelle mesure le soutien aux lieux intermédiaires doit-il être une priorité dans l'action politique culturelle à venir, c'est-à-dire est-ce qu'on cesse de les considérer comme une question périphérique, mais qu'on en fait quelque chose de central avec d'autres, mais dans l'élaboration de ces politiques culturelles. Deuxième question, comment est-ce qu'on répond, alors là très précisément, à l'urgence d'une situation où un grand nombre d'expériences sont menacées de disparition, et quand même ces expériences-là ont souvent 10 ou 15 ans de travail, 10 ou 15 ans de travail sur le terrain, et quand elles disparaissent, globalement elles sont sur des territoires où il n'y a pas grand-chose d'autre, ce qui fait que tout simplement la présence d'acteurs culturels et artistiques disparaît. Troisième question, qui est sur les modes d'élaboration, finalement, quelle place on accorde aux acteurs de terrain que nous sommes, à ceux qui sont issus de la société civile et pas simplement des politiques d'État de la culture, quelle place on leur accorde dans l'élaboration de ces politiques, et quelle place on donne à ce type d'action qui émane d'un rapport direct à la réalité. Ce que résume très bien Van der Meyer. Voilà. Merci. Oui, donc trois questions. Est-ce que tu peux nous relire la première, s'il te plaît? Je disais juste dans quelle mesure le soutien aux lieux intermédiaires doit-il être une priorité, prendre une place centrale dans l'élaboration de politiques culturelles à venir. D'accord. Peut-être Michel Dufour pourrait nous dire quelques mots sur ce qui a animé en 98 2000. D'accord, de 2000 à 2002. Voilà. Le travail qu'ils ont mené, auquel était associé Alain Van der Meyer, de mémoire. Je cite toujours cet exemple parce que c'est un exemple que je n'ai jamais vu se répéter. Quand Alain Van der Meyer est venu dans le lieu que je dirige, à l'échangeur à Bagnolet, à l'époque on avait une salle, un espace, il est rentré, il a eu assez vite fait le tour, et il est revenu à la porte, il a regardé le bâtiment en face, qui était une friche, et il a dit il faut qu'on les aide à prendre ça. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est quand même, il y avait une volonté, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette volonté a disparu, mais c'est pour dire qu'il y avait vraiment une logique qui consistait à essayer non seulement d'accompagner ces lieux, mais de les voir se développer. Bien, donc quelques mots, pas pour faire preuve de nostalgie, même si j'en ai un peu, si votre travail me rajeunit de 12 ans. Mais c'est essentiel pour répondre à votre question, c'est quoi l'avenir? Parce que ce que nous avons fait, c'est intéressant pour la génération actuelle. Si on comprend bien les obstacles que nous avons rencontrés, ce qu'il a fallu comme ambition, et comment on met en mouvement des gens, des acteurs qui veulent que les expériences de ce type aboutissent. Alors, je veux dire tout de suite, c'était une expérience brève. Je deviens secrétaire d'État au printemps 2000. Je me cherche un peu, c'est normal. Et au bout de quelques mois, j'avais à ce moment-là Van der Meyer comme directeur de cabinet,
nous prenons un chargé de mission, Fabrice Lextrait, qui, avec Marie-Pierre Bouchaudy, qui est ici présente, se mettent tous deux au travail pour faire un inventaire de la situation, pour nous faire un rapport qui n'emporte pas l'adhésion de l'ensemble du ministère à ce moment-là. Nous sommes quand même regardés avec un peu de condescendance par des gens qui portent plus de responsabilités que nous autres, mais on nous donne le feu vert pour expérimenter, pour avancer. À partir du rapport fait, du diagnostic, porté sur ce qui se faisait dans ces lieux que nous avons baptisés Nouveaux territoires de l'art, nous avons tenté de mettre en mouvement différents facteurs. D'une part, il fallait une ambition politique. Ça reste tout à fait présent. Bon, comme je vais être court, je n'aborde pas ce qu'il faut aujourd'hui comme ambition culturelle. Mais c'est quand même la question des questions. S'il devait en manquer dans les mois et dans les années qui viennent, vous pourrez recommencer des réunions de ce type sans qu'il y ait une traduction de vos espoirs. Il faut donc une ambition politique. L'ambition, je le dis très nettement, à ce moment-là, le front de gauche n'existait pas, mais j'étais déjà un peu ce que je suis aujourd'hui. L'ambition, c'était de bousculer un système en place, de ne pas faire de la culture une sorte de pansement pour faire le mieux possible face à la crise, mais de rendre des citoyens acteurs. On n'employait pas le terme, mais cette formule de Mélenchon que la révolution citoyenne passe par une autre place pour la culture dans ce pays, c'était ce que nous avions en tête. Il fallait donc une ambition. Il fallait aussi une volonté politique, parce que Marie-Pierre qui est présente, mais aussi certains parmi vous qui ont été des acteurs. J'ai mon voisin Philippe Foulquier, qui a joué un grand rôle dans tout cela. Il nous fallait une volonté politique pour bousculer, y compris mes propres collègues. Lorsque, simple secrétaire d'État, grâce finalement à vous, à ceux qui étaient dans des lieux à ce moment-là, nous sommes en pression pour que, région par région, nous n'avions pas pu faire toutes les régions, mais nous avions eu des regroupements de régions, que des préfets de région président des assemblées avec les acteurs étant dans ces territoires pour débattre, pour qu'il fallait qu'il y ait évidemment les DRAC, mais que l'on ait aussi les préfets de région. Un homme comme Claude Guéant, on s'en rappelle en Bretagne, on l'en a fait voir. On a été avec lui et à la compagnie de Romesco et manger le couscous ensemble et se retrouver devant les acteurs des nouveaux territoires de l'art qui avançaient leurs revendications. Et ces préfets de région, quelle que soit leur sensibilité, c'était quand même bien et c'était symbolique. Dans ces préfectures, dans les endroits principaux, que nous débattions du sujet pour aboutir à un rassemblement. Plusieurs d'entre vous étaient là, chez Philippe Foulquier, à la friche de la Belle de Mai à Marseille, où nous avons eu une bataille pour faire venir, d'une part, des acteurs des territoires, mais aussi des hommes dont la parole comptait. Je pense à Édouard Bonte et d'autres qui sont venus, qui se sont déplacés, qui nous ont permis aussi de donner de la crédibilité artistique à ce que nous faisions et ce que certains boudaient, et à bien poser la question que c'était un problème ne dépendant pas simplement d'un secrétariat d'État, mais une question concernant l'ensemble de la nation, donc que tous les ministères étaient concernés, que chacun devait être là, ce que nous avions déjà fait en région avec des représentants des ministères. Il nous en a manqué quelques-uns à Marseille,
dont malheureusement la ministre de la Culture qui n'était pas venue, mais il y avait le ministre de la Ville qui était présent et qui avait joué un rôle important, le secrétaire d'État, oui, d'accord. Bon, je vais le répéter à haute voix, Marie-Pierre. Voilà. Donc le secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, et nous avons manqué d'un cheveu, ça aurait été important, la présence, il nous l'avait quasiment assuré, d'Hubert Védrine, qui, intéressé par ce qui se faisait au niveau européen, était prêt à venir à Marseille. Bon. Alors cette expérience, bon, vous dites qu'elle a été stoppée en 2002, donc elle a vu des fruits. Si elle a été stoppée, c'est bien parce que nous avions réussi à faire inscrire quelques lignes budgétaires, à aider. Qu'est-ce que ça aurait donné si nous avions continué? Je n'en sais rien. Je ne vous dis pas qu'on aurait tout révolutionné. Je n'avais pas que des soutiens et des amis dans ce que j'entreprenais. Mais tout aurait dépendu de vous autres, finalement. Parce que la grande question de l'avenir va être celle-ci. Qui écrit les politiques publiques de la culture? Est-ce que cela est du domaine simplement d'une ministre, d'un secrétaire d'État? Et je suis, je dirais, plein de positivité à l'égard de ceux qui sont aujourd'hui en place. Mais est-ce que c'est une affaire d'abord ministérielle ou est-ce que l'on écrit une politique publique avec des acteurs? Et je crois qu'il faut être très attentif et être intransigeant dans les prochains mois. Évitons d'avoir la cascade des circulaires ministérielles où chacun pense que les choses vont considérablement changer parce qu'on a rencontré un interlocuteur intelligent, mais vous êtes des acteurs dans vos lieux singuliers menant des expériences, mais quand vous vous retrouvez ensemble, vous êtes bien des acteurs collectifs d'une politique culturelle. Et comment cet acteur collectif que vous êtes va peser au cours des prochains mois? Je crois qu'il n'y a rien d'acquis. Le principal, il y aura des obstacles, le principal de ceci, et je me situe dans une optique, dans l'optique de gens qui se réclament de la gauche, sera il faut avoir un peu plus de moyens, mais finalement que les choses restent à peu près les mêmes si nous avons la vocation de changer. Ça n'est pas du tout la politique du Front de gauche, je vous le dis. Nous souhaitons que tout soit remis à plat, qu'il y ait une discussion pour repenser l'ensemble de ces démarches. Quand je lis, mais ça n'est pas une méchanceté que je vais dire, un peu quand même, un article qui a paru avant-hier dans Le Monde, avec des gens que j'aime beaucoup, pour certains d'un très grand poids, mais qui se réunissent pour dire que la politique culturelle à Paris est exemplaire et que la question des questions et que les gens qui sont en place doivent absolument rester, on voit bien que la motivation de toute la démarche est que finalement les choses ne doivent quand même pas tellement se transformer, qu'elles doivent, si possible, bénéficier d'un peu plus de moyens, mais sans que rien ne change fondamentalement. Alors, ça n'est pas du tout ma démarche. Moi, je suis du côté de ceux qui veulent que ça change profondément et qui pensent qu'il n'en sera ainsi que si vous êtes véritablement des acteurs omniprésents du sujet. Merci. On entend bien l'être. Mais je voudrais peut-être continuer à poser les questions un peu de façon un peu différente. Peut-être une question à Philippe Foulquier. Qu'est-ce qui fait
c'est pas du tout c'est pas du tout pour avoir une vue nostalgique de la situation. Nous, on a pensé qu'il fallait reposer les questions qui avaient été posées au moment de cette politique en direction des nouveaux territoires de l'art, mais précisément pour penser ce qui va venir maintenant. Et comment on peut influer sur les politiques publiques et notamment sur celle du ministère de la Culture. Mais la question que je voudrais poser peut-être à Philippe, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a une telle réticence à accompagner ces projets? Qu'est-ce qui fait que quand, je suis un peu schématique, mais je crois pas tant que ça, quand la droite revient en 2003, je me rappelle plus la formule exacte, peut-être quelqu'un ici présent se rappelle, mais un très proche de Ayagon a eu une formule sur tu la connais par cœur, oui, tu peux nous la dire. Certaines de ces friches sont certainement des cathédrales de la création contemporaine, mais dans les cathédrales, on ne fait pas dire la messe par les pouilleux. Voilà. Bon, donc ça, c'était quand même une vraie déclaration de guerre. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces lieux font peur ou qu'à un moment, on estime qu'il faut les contourner? Puisqu'il n'y a pas eu un coup d'arrêt net, c'est-à-dire qu'en 2003, on n'a pas dit « stop, il n'y a plus rien », mais il y a eu, dans le meilleur des cas, une stagnation, c'est-à-dire, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, une stagnation, aujourd'hui, c'est moins 40% de moyens par rapport à 2002. Et puis, depuis les dernières années, notamment l'année 2012, on y reviendra, est catastrophique, puisque là, il y a déjà des choses engagées qui mettent les lieux en péril, littéralement en péril. Donc, voilà, qu'est-ce qui fait peur là-dedans? Et qu'est-ce qui se joue à travers ça? Est-ce que c'est une question recevable? C'est tout un programme. Moi, j'en avais une autre, mais d'Ayagon soi-même, on va quand même pas subventionner le macramé. Bon. Là, il y avait à côté de moi, enfin, un certain nombre d'artistes connus internationalement. Enfin bon. On entend un peu plus fort. Là, ça va? Non, il faut coller au menton. Menton? Ouais. Bon. Mangez le micro. Ben, je crois que c'est... Je suis un peu analphabète pour répondre à ça, mais je ne voudrais pas rentrer dans une espèce de débat d'ordre psychologique. Ah, peut-être prends celui-là. Tiens. Là, ça va? Bon. Je crois qu'il y a une question de pouvoir et de partage, en fait, de partage du gâteau. Il y a très longtemps, je commençais à travailler avec le Théâtre de l'Unité et Jacques Lipchine avait fait une radio, il avait décroché la radio de Jacques Chancel. Il lui expliquait qu'il fallait arrêter de se battre pour le bol de riz, il fallait regarder dans le saladier. Il fallait faire grossir le saladier du riz plutôt que de continuer à se battre dans le petit bol. Et je crois que là, il y a un budget de la culture qui est bon an mal an, autour avant 1% au niveau national. Et il y a des choses qui coûtent cher et qui sont dans une espèce d'entre-gens, qui fonctionnent dans une espèce d'entre-gens. Et qu'est-ce que c'est que ces malandrins, là? Cette espèce de société civile qui voudrait essayer de recueillir quelques grains. Et donc, on nous attaque un peu n'importe comment. Moi, je crois qu'il y a des choses comme ça. Puis, je crois qu'il y a des choses plus graves. C'est que les questions qui ont... enfin, ce qui a fondé l'action culturelle, ce qui a nécessité l'intervention publique pour soutenir l'art et soutenir la démocratie de l'art, enfin, la démocratie de la culture, sont des choses qui ont toujours été le fruit de luttes. Bon. Pas du fait des artistes, pas du fait évidemment de la population, mais du fait de gens de pouvoir. Moi, je voudrais un petit peu, parce que je le trouve assez peu élogieux sur ce qu'il a fait, sur ce qu'ils ont fait du temps où il était là-bas, parce qu'il y a eu quand même en 2002, enfin bon, depuis donc février 2002, grand colloque à Marseille, qu'il a évoqué, et 2012 maintenant, il y a eu quand même une multiplication de lieux comme ça, une multiplication d'aventures. Je ne sais pas, l'exemple de Marseille que je connais un peu mieux, c'est de 3 à 10.
hein, de lieux qui sont tentés, alors avec des durées de vie différentes, avec des pérennités aléatoires, mais il y a quand même une vitalité assez extraordinaire du milieu artistique pour générer ces lieux, alors qu'on leur dit qu'il faut plus en faire et qu'on leur enlève les moyens. Alors ils ont assez d'imagination pour aller chercher des niches, pas fiscales celle-là, des niches où on va trouver des moyens. C'est la politique de la ville quand il en reste, c'est les aides aux emplois, c'est toutes sortes de choses. Et puis une autre chose enfin, c'est des décisions politiques locales, des élus locaux qui soutiennent ces projets. Et en ce sens, c'est à la fois une vision démocratique de la culture et une grande chose qui a permis la décentralisation. Je crois que que la décentralisation politique a généré un certain nombre de choses dont ce que le ministère appelle ses équipements ne s'occupait pas. Je veux dire, c'est pas dans les centres dramatiques qu'on a vu apparaître des grands metteurs en scène, sinon ça se saurait. C'est pas dans ces scènes qu'on a vu apparaître le rap. C'est la danse contemporaine, c'est aussi appuyé sur l'énergie et la détermination des chorégraphes contemporains pour s'imposer peu à peu. Et souvent dans le soutien de ce genre de lieux. Le théâtre de rue, c'est encore plus explicite. Et bien d'autres choses, le théâtre jeune public, le cirque, se sont appuyés sur la décentralisation et pas du tout sur ces espaces, enfin sur le fameux réseau. Alors là, il y a quand même quelque chose qui est assez notoire pour que les dirigeants qui arrivent maintenant en prennent conscience qu'il y a une réalité du monde culturel et artistique en France qui ne ressemble pas du tout à ce que l'image qu'en donne le ministère de la Culture à travers ce qu'il appelle ses équipements. Je crois que là, il y a une manière de réinventer la politique culturelle en reposant des impératifs démocratiques. Et n'ayons pas peur des mots, parce que la culture, on hésite toujours un peu à parler de démocratie. N'ayons pas peur, une approche démocratique. Tout à l'heure a été évoquée la notion de société civile. Oui, la société civile de la culture. Parlons-en. Et c'est tellement vrai mais ça apparaît peu à peu. Moi, j'ai appris que la région ici avait créé une ligne budgétaire pour soutenir ces lieux. À Toulouse, ils ont fait ça en 2002, je crois. Je crois que tu es encore là. Hein. Bon, donc il y a de plus en plus de politiques qui s'emparent de ces projets, mais et alors pourquoi ça monte pas en haut? Bah, c'est toujours les derniers moments. C'est le donjon qui résiste le dernier, quoi, dans les châteaux. Merci. Peut-être donner la parole aussi à nos élus régionaux qui sont beaucoup impliqués sur ces questions depuis 2 ans. Peut-être rebondir sur cette question qui a été posée par Michel Dufour tout à l'heure. Qui écrit les politiques publiques? Voilà. Bien, je vais parler avant Corinne, ce qui est pas du tout bien, puisque normalement j'aurais dû lui être un peu plus, comment dire, c'est de la politesse ancienne, mais qui a toujours lieu d'être, vu surtout qu'en plus on a peu de femmes qui s'expriment en tribune, et voilà. Certes, mais bon, je vais prendre la parole parce que je m'en vais et je vais répondre par la raison de mon départ. Qui écrit les politiques publiques? En tout cas, comment fait-on pour que de mauvaises politiques publiques ne soient pas écrites? Eh bien, il faut se battre à tous les échelons, et c'est mon cas, puisque j'ai choisi de prendre mon mandat d'élu régional, élu dans une ville de gauche très majoritairement, pour aller combattre la droite. Je suis de gauche, c'est pas un gros mot. Être de droite, c'est pas un gros mot, mais de temps en temps, ça l'est. Surtout quand le maire en question, que je suis allé voir pour justement faire changer de majorité, est celui qui a fait que l'agglomération de la ville nouvelle du Val-Maubuée a perdu la compétence culturelle, et donc, suite à un procès qu'il a fait à l'agglomération, a dû demander la rétrocession des subventions qui avaient été accordées aux lieux de culture, aux associations qui avaient quelques artistes employés, et donc qui a fait fermer la porte à une structure qui menait de l'action culturelle sur l'ensemble du territoire auprès des Roms comme auprès des structures plus établies. Et puis bien sûr, vous en avez peut-être entendu parler, à la scène nationale de la Ferme du Buisson.
Voilà. Donc qui écrit? C'est nous, tous ceux qui sont là. Mais on l'écrit pas dans la facilité, c'est toujours un combat. La culture particulièrement, et puis soutenir les artistes encore plus. Mais vous avez posé 3 questions qui étaient importantes dans l'intitulé, justement. C'était quelle reconnaissance? C'est la première des questions à poser. Aujourd'hui, je vais pas faire de la théorie sur qui écrit, mais aujourd'hui, c'est la reconnaissance du travail qui a été mené. C'est la reconnaissance du travail qui est fait chaque jour, malgré les difficultés, malgré l'abandon de l'État de ces questions-là, malgré l'absence de réflexion sur ces sujets-là, de qui fait, comment on fait, qui fait, comment, pourquoi et quel rôle ça a dans la cité. Voilà, c'est la première des reconnaissances. Mais aussi se dire, il y a urgence, je l'ai entendu, c'est vrai, il y a une vraie urgence. Mais aussi se dire que cet abandon, c'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas parce qu'il y a une tribune ou que d'un seul coup il va y avoir une nouvelle circulaire ou qu'on va dire on va faire des assises que ça va marcher. Ça va prendre du temps. Donc on a besoin d'interpeller l'ensemble des élus, mais aussi l'ensemble des acteurs. Et il y a une chambre dans notre institution qui est celle des élus territoriaux qui aussi mène une politique nationale, c'est le Sénat. Allons voir les sénateurs, parce qu'ils font le lien entre les politiques nationales et les politiques locales. C'est la raison pour laquelle j'avais proposé que vous puissiez voir Luc Carvounas, que j'excuse parce qu'il est très sollicité par le gouvernement, mais qu'il souhaite s'emparer dans la durée de cette question-là, et donc il propose à Actif et à quelques représentants d'autres organisations ici présentes de venir rapidement le rencontrer au Sénat pour que on puisse travailler. Et puis il y a une excellente présidente de la commission culture au Sénat. Donc voilà, tout ça fait que on a plusieurs portes ouvertes pour travailler. Autre chose. Vous avez parlé de société civile, ce qui est un terme que moi je n'aime pas trop, mais que j'entends. Ça veut dire qu'on doit respecter la liberté de qui fait et comment. Donc l'autre question, c'est de se dire que les politiques, puisque c'est quand même les politiques qui vont écrire ou qui vont se battre avec leurs autres collègues, ou parfois avec l'administration, c'est vrai, pour pouvoir écrire les politiques, c'est de se dire que peu importe notre goût personnel, même si c'est vrai qu'avec Michel Dufour ou avec Corinne, nous partageons une certaine appétence pour la chose artistique et la chose culturelle, qui ne sont pas toujours du même plan. Par contre, en tant que politique, c'est une petite provocation, mais c'est bien comme ça que je pense qu'il faut aborder les choses. C'est pas le théâtre qui m'intéresse, c'est le résultat du théâtre dans la vie publique. C'est le résultat du théâtre, c'est le résultat de ces lieux dits intermédiaires, ou pas d'ailleurs. Les autres aussi, quel impact ça a sur la vie de la cité ? Pas en tant que on va vous demander d'aller faire un atelier dans les endroits où même les éducateurs de rue ne veulent pas aller. C'est pas ça la question, c'est juste quel impact cela a sur un territoire d'avoir des artistes ou des opérateurs culturels qui font leur travail au cœur de la cité. Juste cette question-là. Et puis, l'autre question qui se pose une fois qu'on a décliné ce chemin-là, c'est comment on gère ces lieux-là. Parce que vous avez parlé de la précarité qui est bien réelle. Mais la plupart de nos collègues ne savent pas, ont une totale incompréhension de comment ça marche. Quand Michel Dufour est venu au Théâtre Studio d'Alfortville, où je travaillais à l'époque, donc j'étais pas du tout élu, on était content d'avoir un politique qui savait un peu comment ça marchait, et qui, au début de son mandat, et qui est venu après travailler avec d'autres, avec Marie-Pierre, et on a eu un temps long de suivi, trop court, mais quand même un temps relativement long, pour voir comment ça marchait. Et ce qui se caractérise aujourd'hui, ces lieux-là qui se sont un peu multipliés, certes, mais enfin il y en a d'autres qui ont fermé, donc le paysage il est pas si... il est quand même fragile. C'est qu'il y a un mouvement permanent. Et que ce mouvement à l'intérieur des lieux, ou à l'intérieur des espaces, il interroge aussi la façon de gérer des équipements qui perçoivent de l'argent public, qui a un rapport à la direction et aux employés qui n'est pas le même, qui n'est pas, je dirais, traditionnel, qui a un rapport même à la production, à la fabrication, au travail, qui n'est pas tout à fait le même qu'ailleurs. Et ces questions-là, elles doivent interpeller les élus locaux. Et donc, on a parlé du Front de gauche, je vais parler du projet qui anime le parti que je suis censé représenter là, même si je le fais à mon niveau d'élu régional. C'est cette proposition d'avoir une grande loi d'orientation du spectacle vivant qui soit associée à la loi de décentralisation. Et donc je pense, je peux me tromper, en tout cas c'est ce que je mets en débat, qu'il doit y avoir des points de rencontre, que ce soit des organismes associés dans certaines régions, que ce soit des assises dans d'autres,
il doit y avoir un point de rencontre entre les différents acteurs des politiques publiques, les différents échelons des collectivités publiques, c'est-à-dire des pouvoirs publics, pardon, État, région, département, pourquoi pas agglomération. On voit que tout ça est en train de se modifier, donc prendre en compte la loi de décentralisation et travailler avec la loi d'orientation du spectacle vivant pour que l'on puisse se rencontrer et avoir des outils d'analyse partagés, parce qu'aujourd'hui en Île-de-France, ça n'est pas le cas. Tel département ne considère pas un lieu dirigé par une compagnie de la même façon que l'autre. Parfois c'est un théâtre de ville, parfois c'est un théâtre associatif, donc il faut se mettre ensemble pour pouvoir comprendre, et puis associer les acteurs, mais pas simplement les artistes ou les dirigeants ou les équipes qui ont investi ces lieux, mais aussi les publics, mais aussi l'ensemble des autres acteurs sociaux des territoires, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle les acteurs sociaux. Vous pouvez avoir la CAF, vous pouvez avoir tous ces secteurs-là. Avant, il y avait des choses qu'on appelait les conseils communaux de prévention et développement social, qui travaillaient aussi avec l'ensemble des acteurs du développement local. Il faut qu'on puisse partager ces questions-là. Et enfin,